Bonjour à tous. Donc, on m'avait donné comme mission de discuter vraiment de manière très concrète, et c'est l'introduction qu'a fait Emmanuel. Moi, d'abord, je voulais remercier Emmanuel de me permettre de vous parler aujourd'hui d'une thématique qui m'est chère. Vous verrez peut-être l'enthousiasme que j'ai à faire cela. Et je voulais aussi donc remercier votre présence. Alors on le refera à la fin si vous êtes d'accord. Donc on va parler de manière assez concrète de prévention et on va entrer. Je trouve que ça va être très intéressant de prendre la suite et je pense qu'on l'aurait fait dans le sens inverse, ça aurait beaucoup moins fonctionné puisque à partir des éléments que vous avez abordés, on va pouvoir se poser des questions appliquées à la maladie d'Alzheimer et notamment 23andMe. Vous avez vu qu'ils sont impliqués dans la révélation de statuts génétiques. On va y venir. Alors, juste en guise d'introduction, j'aimerais juste mettre cette diapositive qu'évidemment tout le monde connaît, mais pour planter un peu le décor et voir un peu la situation dans laquelle on est. C'est pas l'objectif de faire une sinistrose, mais de comprendre où on en est. À l'heure actuelle, tout le monde sait ici, il n'y a pas d'essai thérapeutique qui ait permis de prouver une efficacité sur le développement de la maladie, sur l'évolution de la maladie. On a des traitements symptomatiques, mais on n'a pas de traitement étiologique de la maladie, et on n'a donc aucune action sur la cause. Alors, il est évident qu'il faut se poser les questions, comment on peut mieux faire. Et ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est comment la génétique peut apporter certains éléments de réponse. C'est pas nécessairement, et c'est sûrement pas le seul moyen d'avancer. Il y en a d'autres, mais c'est celui que moi je connais un peu, donc je voulais vous l'exposer pour qu'on en discute. Donc il va falloir bien sûr identifier les mécanismes pathologiques, définir les molécules qui vont nous permettre d'agir sur les cibles, et puis bien entendu, comme tout essai, comme toute recherche, avoir des critères d'efficacité et définir au bout de combien de temps on les évalue, ces critères. Alors juste avant de parler de recherche, j'aimerais qu'ensemble on fasse une rapide overview sur la génétique de la maladie d'Alzheimer pour qu'on puisse tous avoir les idées claires sur la question. Dans la maladie d'Alzheimer, on distingue globalement deux grandes situations qui vont être différentes, y compris dans la recherche. Il y a l'immense majorité des cas qui correspond à un déterminisme, c'est-à-dire donc des causes multifactorielles. Parmi ces causes, c'est pour ça que j'ai mis un rond barré, vous voyez le gros rond barré, il y a des facteurs de risque génétique. Alors là, ne cherchez pas à savoir si c'est vraiment au milieu ou pas, c'est encore très difficile à dire, mais il y a des facteurs de risque génétique et on y reviendra. On parlera de l'APOE4, E4, mais il y en a d'autres et on en découvre de plus en plus et ça va nous permettre de comprendre encore mieux la pathologie. Et puis il y a une minorité de cas, et là clairement les proportions ne sont pas les bonnes, mais sinon on ne le verrait pas, c'est des patients pour lesquels il y a une transmission autosomique dominante. Ça veut dire que donc de génération en génération, on se passe une mutation, on hérite d'une mutation, et à cause de cette mutation, on développe la maladie. Dans ces cas de figure-là qui sont rares, il y a 3 gènes, PSEN1, ou on dit souvent PS1, ou précilin1, c'est la même chose, PSEN2 et APP. Et donc ce sont deux situations complètement différentes et on va y revenir. Alors avant de parler de l'implication de la génétique, déjà comment ça se passe un petit peu dans le cerveau, alors c'est un peu schématisé mais ça permet de comprendre. L'idée c'est qu'il y a un équilibre naturel chez tout un chacun entre la production du peptide amyloïde, c'est le fameux peptide qui, on pense, est l'élément à l'initiation de la maladie d'Alzheimer. On peut en débattre, mais ça anime les scientifiques, mais partons de ce principe-là. Et puis, il y a un nettoyage de ce peptide. Et la balance est équilibrée chez tout un chacun. Et dans la situation normale, le cerveau n'est pas embêté par ce peptide amyloïde. On produit, on nettoie, et tout va bien. Mais dans le cas des mutations qui concernent la précine 1, la précine 2 et le gène APP, il y a une augmentation de la production du peptide amyloïde. Et alors que le nettoyage physiologique, lui, reste le même. Donc, la balance est déséquilibrée, et c'est là qu'on produit de la protéine Tau anormale, puis de la dégénérescence des neurones, et donc on est malade. Et cette situation-là, c'est la situation des formes précoces, autosomiques dominantes, dont je vous ai parlé, la forme minoritaire. Et cette production, elle est tellement importante que ça va vite, et que donc les malades développent les premiers signes de manière très jeune. Dans la moitié des cas, c'est avant 50 ans. Et il y a des sujets qui développent la maladie à 25 ans. Donc ça, c'est une situation rare. L'autre situation qui est plus dans les formes tardives sporadiques, c'est que ce n'est pas un problème de production
du moins on pense, même si je simplifie un peu, c'est plutôt un problème de nettoyage de ce peptide amyloïde. Et donc notamment le factorius ApoE4, eh bien, il diminue ce nettoyage, et donc là encore la même balance est déséquilibrée dans le même sens, et ça aboutit aux mêmes effets, production de protéines anormales, protéines tau anormales et dégénérescence. Et donc l'objectif de la recherche, c'est d'essayer d'agir sur tous ces domaines-là, c'est-à-dire limiter la production du peptide amyloïde, lorsqu'on pense qu'il est produit en quantité trop importante, améliorer le nettoyage avec des anticorps qui vont capter le peptide et essayer le corps de s'en débarrasser. Et puis comme on sait que la protéine tau elle a un rôle important, il y a également des recherches dans les modulateurs de la protéine tau. Et voilà les mécanismes qui sont envisagés et qui, à l'heure actuelle, font le socle de toute la recherche thérapeutique dans la maladie. Alors, on revient maintenant aux formes génétiques rares pour juste qu'on comprenne un petit peu mieux pourquoi ces familles sont concernées par les essais thérapeutiques. Juste pour vous donner quelques chiffres, c'est à peu près 1000 cas en France, 1000 cas, versus 800 000. Maladie d'Alzheimer sporadique et démence au sens large. Donc on voit bien que c'est vraiment pas du tout la même proportion. Néanmoins, ça a des caractéristiques très particulières. Donc les 3 gènes, j'y reviens pas, je vous les ai donnés. Et donc ce qu'on voit sur la diapositive, je vous ai mis un arbre, donc équivalent d'arbre généalogique avec les grands-parents, les parents et puis les enfants. Eh bien, considérant donc que c'était la grand-mère qui était porteuse de l'anomalie génétique, comme c'est autosomique dominant, il suffit d'avoir un chromosome qui porte un des 3 gènes là muté, et on est malade, et c'est ce que j'ai écrit ici, avoir la mutation est égal à avoir la maladie. Avoir la mutation sur un de ces gènes, on est considéré comme étant malade à terme. Alors, au moment où on le voit, par exemple à cette génération-là, ils sont porteurs, mais ils ne sont pas malades. Mais ils le seront s'ils sont porteurs. D'accord ? Et puis donc le risque, c'est un risque sur 2 par individu. Donc chaque individu a une espèce de loterie, soit il a hérité du bon chromosome avec le bon gène et tout va bien, puisque le père, lui, par contre, n'en transmet pas, soit il a hérité du mauvais, et donc, dans ces cas-là, il sera malade. Et donc, statistiquement, c'est 1 sur 2, mais à chaque individu, surtout, pour l'individu qui se concerne par rapport à lui-même, c'est un risque sur 2. Et ça se transmet donc de génération en génération. Et grâce à ces familles qui ont été volontaires pour la recherche, on a compris des choses. Et on a compris comment les lésions et quel timing de lésions apparaissaient avant les premiers signes de la maladie. Donc pour que vous compreniez cette diapositive, on a ici le temps 0, qui est le moment où commencent les premiers signes. Pas nécessairement le retentissement fort de la maladie, mais les premiers signes, les premiers oublis, les oublis de rendez-vous, les signes que l'on connaît de la maladie d'Alzheimer. Et là, on sait par contre que lorsqu'on a traité des patients avec des molécules qui manifestement agissaient sur le peptide amyloïde, on y reviendra, eh bien, les patients évoluaient inexorablement et contre placebo, il n'y avait aucune différence, tant bien même la pathologie amyloïde avait disparu. Et ce qu'on sait aussi, c'est que donc avant ce temps 0, il y a une période longue, puisque vous voyez les échelles de temps, 20, 30 ans, moins 15 ans, moins 10 ans, pendant lesquelles les lésions dans le cerveau apparaissent progressivement. Et donc la question, c'est donc d'agir à un stade extrêmement précoce avant l'apparition des signes. Alors là, je vous montre une diapositive qui est issue de notre site internet, qui explique, mais qui n'est pas très scientifique, juste pour vous donner quand même que tout ça bien sûr, c'est pas théorique, ça a été étudié. Vous avez ici des imageries de cerveau dans lesquelles on a analysé donc des personnes, je vous ai mis en petit encadré ici, porteuses ou non porteuses pour avoir des témoins de mutations qui causent la maladie d'Alzheimer, dans des familles comme celle-ci. Et ici, vous avez les âges, 5 ans avant les premiers signes, 10 ans avant les premiers signes et 15 ans avant les premiers signes. Et on voit que lorsqu'on utilise les bons marqueurs pour révéler les lésions, eh bien, la pathologie amyloïde, elle est déjà bien présente 15 ans avant les premiers signes. Puis le fonctionnement cérébral diminue en imagerie, ça ne veut pas dire que le patient a des signes, ça veut juste dire que le cerveau commence déjà à dysfonctionner en imagerie 10 ans avant les signes. Et puis le cortex cérébral, donc l'épaisseur de substances grises qui contiennent les neurones, diminue 5 ans avant les signes. Donc il se passe des choses, et ça on en est bien certain. Donc ça donne déjà une indication sur la fenêtre de tir potentielle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, ouais, ok, mais est-ce qu'on peut prédire l'âge de début ? Est-ce qu'on peut en conclure qu'avec cette mutation donnée, ou dans cette famille-là, l'âge sera à peu près de celui-ci ? Eh bien oui, il y a une corrélation, alors on va voir ensemble qu'elle n'est pas parfaite, mais il y a une corrélation entre ici l'âge de début du parent ou de la génération d'avant, et l'âge du début des signes de la maladie de l'individu à la génération en dessous. Et donc c'est corrélé, on est à peu près dans les mêmes proportions, mais vous voyez qu'il y a quand même un trait assez épais, de moins 15 ans à plus 10 ans. Et donc tout simplement,
c'est cette fenêtre-là qui a permis de designer l'essai thérapeutique DIAN-TU. Donc, on est toujours dans les familles autosomiques dominantes, dans lesquelles on propose à ces familles, donc à des personnes qui sont à risque de porter une mutation causale, et bien d'être incluses pour être traitées. Elles n'ont aucun signe, elles n'ont comme seul fait d'appartenir à une famille où la mutation a été identifiée, et elles ont un risque sur 2, on verra la question de la connaissance du statut, et on leur propose de recevoir un traitement si elles sont entre moins 15 ans et plus 10 ans. Ça découle directement des études scientifiques qui ont été menées. Et donc, comment ça se fait en pratique, pour être vraiment très concret? Vous prenez une population regroupant plusieurs familles à travers le monde. En l'occurrence, donc là, les essais, c'est plusieurs centaines de personnes. Certains sont porteurs, d'autres non porteurs. L'essai en question, l'essai DIAN-TU, a la particularité de ne pas révéler le statut. On peut participer sans connaître son statut, sans savoir si on est porteur de l'anomalie génétique ou pas. On pourra en discuter. Et ensuite, eh bien, c'est randomisé et tous les non-porteurs de mutation, eux, on ne peut pas décemment leur proposer de recevoir une molécule. Donc, ils reçoivent le placebo. Et puis, tous les porteurs de mutation, eux, soit reçoivent, alors vous avez vu qu'il y a plusieurs traitements, ça c'est parce que l'essai a prévu plusieurs molécules en même temps, histoire de gagner du temps, on sait qu'on en a besoin, et puis bien sûr, il y a un groupe qui est sous placebo, un groupe porteur de mutation qui est sous placebo. Alors vous allez me dire, mais d'accord, mais si les non-porteurs sont sous placebo, automatiquement ils savent qu'ils sont non-porteurs. Eh bien non, puisque comme tout est fait en double aveugle, comme la recherche thérapeutique de bon niveau doit se faire, eh bien ni les participants, ni les médecins investigateurs ne connaissent le statut, et donc l'individu reçoit une injection sans savoir s'il reçoit un placebo ou un traitement actif, et donc ça ne révèle pas son statut. D'accord ? Comment on va évaluer les critères d'efficacité ? Eh bien on va évaluer sur l'apparition des signes cognitifs. Alors le problème c'est qu'on va falloir trouver des tests qui soient très sensibles, parce qu'on est parfois à moins 15 ans avant le début des signes. Et on ne fait qu'un suivi de 4 ans. D'accord ? Pour vous donner une ordre d'idée sur la répartition en France de ces familles, parce qu'on a dit 1000 cas en France, ça fait combien de familles ? Eh bien, en gros, ça fait au jour d'aujourd'hui à peu près 200 familles qui sont porteuses de ces anomalies. Ce n'est pas négligeable. Dans toutes les villes françaises, il y a plusieurs familles potentiellement concernées. Et en termes de diagnostic présymptomatique, pour vous donner aussi les rapports, donc sur ces 200 familles qui regroupent donc à peu près 1000 cas, 1000 patients, combien dans les générations en dessous font la démarche jusqu'au bout de connaître leur statut? Eh bien, je ne pense pas que vous arrivez à lire les chiffres, c'est peut-être moi qui les cache. Ils sont là, entre 10 et 15 au niveau national. Donc, par année, 10 à 15 personnes seulement qui vont jusqu'au bout de savoir si je suis porteur ou non porteur. Donc on voit bien que c'est vraiment une minorité. Et donc c'est pour ça que l'essai DIAN-TU a d'emblée prévu de ne pas révéler le statut et de ne pas devoir connaître son statut pour être inclus dans l'étude. Quitte à avoir tout un groupe d'individus non porteurs qui vont coûter très cher, pour les individus eux-mêmes qui vont subir un protocole lourd, même s'ils n'ont pas de molécules. Mais bon, ils vont faire les IRM comme les autres, ils vont faire les examens comme les autres, etc. Mais c'est pour rendre possible cette recherche. Et tout ça, ça donne déjà des éléments à réfléchir en termes d'éthique. Puisque ce sont des individus qui finalement sont comme vous et moi, puisqu'ils n'ont pas la mutation, ils ne sont pas plus à risque que vous et moi. Ils ont un risque, parce qu'on en a tous un, mais pas plus que vous et moi. Alors, il y a quand même des recommandations qui ont été émises, et donc je voulais quand même remettre ce document-là, qui est dans le cadre de l'espace éthique, qu'on peut tous télécharger. Ces recommandations, elles ont été écrites par Didier Hannequin et Isabelle Lebert, qui sont donc très impliqués dans les formes génétiques de démence, l'un pour la maladie d'Alzheimer, l'autre pour les démences frontotemporales. Et il est recommandé de maintenir informés les apparentés dans ces familles. Et c'est très important, puisque finalement, on identifie un patient qui va évoluer pendant maximum une dizaine d'années, et on ne le voit pas depuis le début, et puis après il va décéder, et puis là le contact n'est plus établi avec la famille. Et pourtant il faut maintenir une information, et on le fait de différentes manières, je vais vous le montrer. Et puis il y a aussi d'autres recommandations importantes concernant le délai temporel pour permettre de réfléchir entre conseil génétique, déterminer son statut, participer à la recherche. Ce sont des étapes importantes qui doivent être dissociées pour permettre à la personne de prendre des décisions vis-à-vis d'elle-même. Et puis également, donc, d'emblée prévoir la solution du soutien psychologique, c'est des recommandations qui sont tout à fait écrites. Et ensuite, comment on informe
les familles, eh bien, on peut l'informer via des flyers, donc rendre à disposition, lorsqu'on voit des familles qui sont encore suivies en consultation, dire, voilà, on a un essai, vous êtes le papa, vous êtes malade, ou madame, votre mari est malade, il ne peut pas y participer, mais vous avez des enfants, certains ont un âge qui correspond à la période d'inclusion. Je pense qu'il est important de les informer parce qu'ils doivent savoir qu'il y a des choses faites pour eux. Ça ne les engage pas du tout à devoir participer, mais il faut qu'ils aient l'information, parce qu'évidemment, s'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas y participer. Et puis, il y a toutes les familles historiques qui n'ont plus vraiment de contact avec l'hôpital parce que les patients sont décédés. Alors, on a voulu mettre en place un site internet pour que, en quelques mots-clés, Génétique Alzheimer, ce site sorte et permette à ces familles de se tenir au courant sur ces essais-là, sur l'existence d'essais et prendre contact avec nous. Donc via le site internet, il y a tout à fait la possibilité de reprendre contact avec nous pour rediscuter et puis voir un petit peu ce qui se passe. Et je vous garantis que ça marche puisque je reçois des mails de demande un petit peu tous les jours, pas que par des familles identifiées, bien sûr par des gens qui se posent des questions, mais ce site a une audience indiscutable. Pour rentrer encore un petit peu plus dans le concret, je voudrais vous soumettre quelques situations véritablement vécues, qui vont peut-être vous permettre de vous projeter dans ces familles-là, parce qu'ils vivent des choses particulières. On n'est pas habitué, quand on n'a pas une histoire familiale de transmission autosomique dominante de maladie d'Alzheimer à 50 ou 40 ans, donc du coup, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe dans la tête de ces personnes à qui on propose de faire de la recherche, qui n'ont aucun symptôme et qui doivent prendre des décisions. Et donc la situation numéro 1 que je vous propose, c'est celle d'une personne qui a été informée déjà plusieurs années auparavant, 6 ans auparavant, de l'existence de la mutation, et a décidé de ne pas faire le conseil génétique, de ne pas connaître son statut. Donc on a la situation d'une personne qui ne connaît pas son statut, qui ne souhaite pas le connaître. Elle a été informée par son plus jeune frère, qui lui s'est tenu au courant via nos moyens de communication, et qui l'a informé qu'elle pouvait être incluse, sachant que le jeune frère, on y reviendra, lui ne pouvait pas, puisqu'il était trop jeune par rapport aux bornes de moins 15 ans à plus 10 ans. Un mois après, avec l'information sur le protocole, a bien compris les risques, a bien compris que l'âge de début pour cette personne-là par rapport à l'âge de début actuel chez le proche parent, donc en l'occurrence le père, et puis un contexte de prise de décision particulier, puisque au moment où on parle de recherche pour cette personne-là, le père est très malade, pratiquement va décéder, et puis il y a également une tante qui est malade, avec les mêmes signes, aux mêmes âges. Et donc tout de suite, il y a une perspective qui se met en place. C'est pas comme à quelqu'un à qui on propose d'éviter de faire un infarctus du myocarde parce qu'il a déjà de la tension artérielle. Il n'a pas nécessairement une perspective qui se met en place comme ça. Et il est OK pour le protocole, mais ne veut pas connaître son statut. Et ça pose aucun problème, le protocole est prévu comme ça. Et il choisit une option particulière qui est possible dans ce protocole, c'est de faire le protocole à domicile, avec toute la recherche. Alors tout ne se fait pas à domicile, il faut bien sûr venir de temps en temps à l'hôpital, mais comme ce sont des personnes jeunes, ce sont des personnes qui sont en activité, elles ont 35, 40 ans, eh bien on a la possibilité, et ça, on est très content de pouvoir le faire, de pouvoir transporter la recherche, y compris à domicile. Mais là, c'est posé une question qui a été directement émise, non pas par la personne, mais par sa conjointe, c'est, oui, mais on dit quoi aux enfants ? Nous, on n'aura jamais parlé de la maladie dans la famille, on n'aura jamais parlé de la mutation, et puis on va voir une infirmière arriver à la maison, les injections, etc. Ils vont penser, papa est malade. Or, en fait, papa, il n'est pas malade, il participe à la recherche, il n'est pas malade du tout. Donc, vous voyez, c'est ça des questions auxquelles il faut se préparer et auxquelles il faut réfléchir. Et en plus, vous doutez bien que la réponse qu'on va donner à l'enfant ne sera pas la même s'il a 2 ans, 5 ans, 7 ans, 11 ans ou 17 ans. Autre situation concrète, celle d'une fratrie qui a été vue de nombreuses années auparavant et qui, elle aussi, a refusé de connaître son statut. Et puis à qui on fait une information sur le protocole d'MTU. Et ils ont toujours été dans un état d'esprit, et ça c'est aussi important de savoir dans quel état d'esprit sont les personnes, que de toute façon, ils n'y réchapperont pas. Ils ont une histoire familiale un peu compliquée, avec beaucoup de cas dans la famille. Ça n'a pas vraiment respecté le 1 sur 2. Et donc, bon, c'est les statistiques, c'est comme ça. Et donc, ils sont convaincus qu'ils sont sûrement porteurs. Ils ne le savent pas, mais ils sont convaincus qu'ils le sont. Et ensuite, assez pessimiste, vous avez eu l'histoire du placebo. De toute façon, tel qu'on est chanceux, nous, on aura le placebo. Et bien donc, il va falloir travailler dessus, parce que c'est des choses qu'il faut échanger avec ces personnes-là, et échanger aussi sur... alors dans ces cas-là, qu'est-ce qui vous motiverait à participer à la recherche ? Eh bien, ils les ont donné, les motivations. Par solidarité pour la recherche, dans une maladie qui est effroyable. Mais pas que seulement, pas de manière forcément globale. Aussi parce que notre père aurait voulu qu'on le fasse.
Lui, il est décédé maintenant de la maladie, mais il aurait voulu qu'on le fasse. Et ça, c'est un élément important à considérer. Il faut considérer l'histoire familiale dans la mentalité qui traverse ces personnes. Et puis enfin, si ça peut éviter la maladie, tant mieux. Troisième situation que je vous soumets, là c'est différent. Le statut de porteur est connu. La personne a fait le conseil génétique, elle est allée jusqu'au bout, elle a connu son statut. Elle sait qu'elle est porteuse. Donc naturellement, c'est une personne à qui il faut absolument maintenir de l'information sur la recherche. Donc on sait ce qu'on fait, on lui donne des informations, elle a bien compris le protocole, et là elle dit une chose cruciale, le placebo, pour quelqu'un comme moi, c'est inadmissible. On ne peut pas tolérer quelque chose comme ça. Je sais que je suis porteur, entre guillemets, je suis condamné. Comment vous pouvez me dire que j'ai un risque sur 4, un risque sur... Peu importe, j'ai un risque d'avoir le placebo, donc d'avoir du sucre. Je caricature un peu, mais c'est comme ça. Et donc là, c'est toute l'importance d'expliquer comment marche la recherche, comment on est obligé de passer par ces étapes-là, et donc de faire admettre que l'utilisation d'un placebo est obligatoire. Alors là, dans le DNT, elle était réduite au minimum, c'est pas 1 sur 2. La proportion de personnes qui reçoivent le traitement actif est beaucoup plus importante. Mais il y a toujours un placebo qui nécessite qu'on fasse le protocole de cette manière-là. D'autant plus que ça permet, comme vous en doutez, aussi d'avoir un statut non connu. Très bien. Et alors, si ça marche, votre protocole, est-ce que le traitement, du coup, c'est à vie? Puisque ma mutation génétique, elle ne va pas partir. Je l'ai toujours. Est-ce que vous me garantissez que, du coup, avec votre protocole, j'ai plus de maladie d'Alzheimer? Je vais être guéri? Donc là, évidemment, la réponse est non, puisqu'on est au stade de la recherche. Mais donc, ce sont des choses qui traversent l'esprit de ces personnes-là. Et est-ce que vous n'allez pas me coller au final notre maladie, puisque avec votre molécule, etc. Donc, c'est des choses auxquelles il va falloir répondre, et auxquelles on prend l'habitude de répondre dans des considérations qui sont particulières. Alors, je continue avec cette personne-là. Elle a besoin de temps, elle réfléchit. 3 mois après, on refait des contacts pour des questions-réponses. Puis au bout de 4 mois, elle dit, bon, ouais, peut-être que je vais le faire. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir des informations concrètes? Alors on dit oui, il y a la lettre d'information du protocole. Est-ce que vous voulez, on vous l'envoie. On lui envoie la lettre d'information. Et là, elle prend conscience du protocole, de ce qu'il faut faire. IRM tous les mois, injection régulière, ponction lombaire, PET scan, donc des imageries fonctionnelles du cerveau, à temps régulier pendant 4 ans. Et là, sa réponse immédiate, ça va me pourrir la vie. Finalement, c'est comme si j'étais déjà malade alors que je ne le suis pas du tout. Je vais passer mon temps à l'hôpital. Et c'est cette réaction-là qui a conduit la personne qui connaissait son statut à refuser de participer à l'essai thérapeutique. Parce que ça a soulevé beaucoup de questions sur sa propre existence à l'heure actuelle. Et ce n'est pas tant un problème de sécurité, mais plus un problème existentiel sur le moment présent. Comment je vois les choses maintenant. Alors elle se laisse quand même une porte de sortie, elle nous demande si dans 4 ans, je veux finalement bien faire le protocole, le médicament, est-ce que ça sera possible? Donc là, il faut être très très clair, hein. Les périodes d'inclusion, elles sont données, la recherche ouvre les portes pendant un certain temps, dans 4 ans, on ne sait pas comment ça sera, donc peut-être qu'on ne pourra pas vous proposer l'étude, parce qu'elle sera en train de continuer à se faire, et on n'aura pas forcément à vous proposer. Donc voilà. C'est quand même des éléments importants. Il y a 2 dernières situations qui sont très rapides, on les a déjà évoquées, c'est l'âge très jeune, avec la borne de moins 15 ans, et donc le jeune frère qui ne peut pas participer, qui dit à son frère, toi fais-le, mais moi je ne peux pas. Alors ça peut être passe devant, mais ça peut aussi être, parce que ça je l'ai vécu moi personnellement, mince, toi tu peux y aller, moi je ne peux pas encore, mais j'espère que quand moi je serai dans la bonne fourchette, il y aura encore des protocoles pour moi. Donc vous voyez, ça peut vraiment être dans les 2 sens. Et puis il y a aussi la situation de la grossesse. On parle de population jeune, donc de femmes jeunes qui sont en âge d'avoir des enfants. Le protocole, comme tout protocole de recherche, n'autorise pas la grossesse pendant le protocole. Alors, rien à voir avec la génétique, hein, c'est juste une question de risque tératogène qui est inconnu. Donc les laboratoires demandent à ce que les femmes fassent un test de grossesse avant chaque injection, pour vérifier qu'elles ne sont pas enceintes. Et s'il y a grossesse, on n'arrête pas la grossesse, évidemment, mais on arrête le protocole. Et donc du coup, une personne nous dit, ok, mais alors dans ces cas-là, vous me dites que je dois choisir entre tenter de traiter ma maladie d'Alzheimer que je suis à haut risque d'avoir, ou avoir un enfant. Et puis si ça marche, que du coup il faut continuer. On continue combien de temps? Parce qu'on m'avait dit 4 ans. Bon, mettons qu'elle ait 23 ans. 23 ans, 27 ans, je peux attendre. Mais si ça marche, il va falloir continuer. 30 ans, 35 ans, etc. Donc finalement, je n'aurai jamais d'enfant si je veux traiter ma maladie, si votre médicament marche. Et donc c'est toutes ces questions-là qui sont extrêmement importantes.
Alors j'aimerais faire une petite pause pour vous laisser éventuellement, je ne sais pas si c'est possible. Surtout de conclusion, parce que pour qu'on ait un minimum de discussion. Alors, mais en fait, j'ai promis à la prochaine université d'été, il y a une journée spéciale David Vallon. alors, en fait, j'avais convenu qu'on pouvait éventuellement discuter là un petit peu. Et parce que sinon, après, j'ai la deuxième partie sur les facteurs de risque, où c'est un petit peu différent. La deuxième partie, c'est à partir de 22h. J'essaie de conclure en 5 minutes, mais alors, vous aurez la possibilité, les unes et les autres, de passer la soirée avec David Vallon ici à partir de 22h. En 5 minutes, non. À ce moment-là, ce que je peux faire, c'est que si on passe ces questions, juste passer aux facteurs de risque, c'est plus rapide. Oui. Mais juste et aboutir à la conclusion après. Ok, donc la deuxième question qui se pose maintenant, c'est dans des situations comme celle-ci, où on a des familles avec certes des âges de début plus précoces, mais des antécédents chez les parents plus tardifs. On n'est pas dans la situation classique d'une transmission autosomique dominante à début précoce. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là où on rencontre ce fameux facteur de risque ApoE4. Donc là, si on prend juste 30 secondes, même 10 secondes pour comprendre, vous voyez qu'ici, l'individu a un âge de début précoce et E4, et puis chez ses parents, qu'on a analysé, eh bien, le père a eu la maladie d'Alzheimer à 74 ans et 3,4, et puis la mère est également 3,4. Et là, vous touchez tout de suite du doigt ce que c'est qu'un facteur de risque. Alors que les deux parents avaient le même facteur de risque, l'un a développé la maladie et l'autre pas, et puis parce que l'enfant a eu malheureusement les deux, il semble avoir débuté la maladie plus tôt. Et c'est ça qui définit un facteur de risque génétique. C'est qu'un facteur de risque par rapport à la maladie, il n'est ni nécessaire, ni suffisant au développement de la maladie. Et en fait, il revient à augmenter le risque d'être malade chez les porteurs de ce facteur de risque. Donc c'est complètement différent des mutations qui sont causales. Alors c'est bien, mais dans ces cas-là, comment on mesure ce risque? Ok, il y a un moyen de le mesurer. Eh bien oui, ça existe, ça a été fait par des études statistiques avec un grand nombre de personnes pour arriver à de telles données fiables. Et donc là, ce que je vous montre, ce sont les répartitions des risques cumulés tout au long de la vie, donc à un âge donné, quel est mon risque de développer la maladie d'Alzheimer à 65 ans, à 75 ans, à 85 ans. Là, vous avez les hommes et là, vous avez les femmes. Et là, en fonction de la présence de ce facteur de risque, ApoE4, alors 4,4 si on a vraiment les deux, et puis 3,4 si on n'a qu'un des deux. Et donc, vous voyez, si on prend la solution du 4,4, que pour une femme, à 85 ans, ce qui, entre nous soit dit, n'est pas si déraisonnable que ça d'espérer vivre à 85 ans, eh bien, plus de la moitié des femmes 4,4 auront la maladie d'Alzheimer. Et donc, c'est pas neutre. Et c'est la même chose, après, un petit peu moins, pour les hommes. Et si on prend 75 ans, ce qui est quand même pas non plus loin d'être déraisonnable, c'est plus de 33% des hommes et 33% des femmes. Donc, c'est vraiment pas neutre. À 75 ans, 33% ont la maladie d'Alzheimer si elles sont 4,4. Alors, vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais bon, ce facteur de risque, il représente combien de personnes? Peut-être finalement, c'est assez rare. Bah, pas tant que ça. Puisque le facteur de risque ApoE4, c'est 2% de la population générale. Donc ici, on est à peu près un peu plus d'une centaine. Il y a 2 personnes statistiquement qui sont porteurs de ce facteur de risque. Si vous espérez vivre jusqu'à 75 ans, vous savez le risque que vous avez d'être malade. Donc ça change complètement la donne par rapport aux formes génétiques rares que je vous ai données. Là, on est dans des situations beaucoup plus fréquentes. Eh bien, ça a permis de designer de la même manière des essais de prévention dans lesquels, à partir des mêmes courbes, on s'est dit qu'on va agir sur une population, là nettement plus âgée, puisque je vous ai dit c'est des formes plus tardives, de 60 à 75 ans, dès lors qu'elle est porteuse, asymptomatique, ces gens qui se plaignent de rien, du facteur de risque ApoE4. Alors comment ça se fait en pratique? Eh bien, l'idée, et c'est là qu'on rejoint complètement ce que vous disiez, arriver à trouver nos 2 Charlie dans une population générale qui sont porteurs du génotype ApoE4. Alors évidemment, là, on ne sait pas comme ça, sauf si on a fait 23andMe. Et c'est pas neutre, mais la plupart du temps, en tout cas en France, personne ne le sait, on s'intéresse à des personnes qui ont entre 60 et 75 ans. Et là, l'essai, tenez-vous bien, on ne part pas sur 4 ans d'essai ou quelques années, on part sur un essai de 5 à 8 ans. Et oui, parce qu'on ne sait pas pour le coup à quel âge va commencer la maladie avec ce facteur de risque, c'est moins précis que pour les formes mutées, il faut un délai extrêmement long. Et je vous garantis que ces essais tout à fait existent, puisque ça a démarré dans d'autres pays. La France est candidate, mais on y reviendra. Et le critère, évidemment cognitif, mais avec l'appui de biomarqueurs. Et là, juste les 2 molécules qui sont envisagées, c'est l'immunothérapie et l'émission de production. Donc on voit bien qu'on agit à la fois sur la production et la clairance. Et je passe rapidement sur la stratégie, puisque ça revient à ce que je vous ai déjà dit. Mais en pratique, comment on fait? Il faut faire des essais thérapeutiques, et ils sont débutés, en mettant en place tout ce qu'il faut comme réseau. Et donc, pour la France, parce que ça on peut en parler, ce sont des réseaux des CMRR qui se sont portés candidats pour participer à ces essais. Alors la candidature, elle date maintenant d'il y a 2 ans.
Elle est toujours en cours. On est toujours en train de travailler pour que le protocole soit mis en place. Mais évidemment, ça change un petit peu la donne par rapport à la recherche thérapeutique habituelle où on traite un patient qui a des signes et on essaie d'empêcher que la maladie évolue. Là, on empêche la maladie d'arriver sur des facteurs de risque. Donc c'est un petit peu différent. Et donc les problématiques qui en découlent automatiquement, c'est la sécurité. Ces personnes-là reçoivent des traitements actifs, mais elles sont indemnes, elles n'ont pas de signes. Elles sont juste à risque. Et puis d'un point de vue réglementaire, donc toutes ces décisions qui prennent du temps, etc., j'en déduis moi que c'est du temps en moins pour des personnes qui sont volontaires, qui voudraient démarrer des protocoles de recherche, et dont certaines d'entre elles vont finalement voir apparaître les premiers signes. Et donc elles auront manqué le moment où elles auraient pu être incluses parce qu'on prend du temps à démarrer ces choses-là. Donc c'est aussi une réflexion éthique. Et puis bon, il y a l'impact de la connaissance du statut, parce que là, on ne peut pas se permettre de faire un essai et traiter 98% de personnes alors que ces personnes-là ne sont pas concernées. Donc là, on est obligé de révéler le statut. Et enfin, les critères d'efficacité, on en a un petit peu parlé. Critères cognitifs, avec un délai qu'on ne maîtrise pas, 5 à 8 ans, c'est compliqué. Et puis évidemment, les coûts industriels gigantesques, 8 ans de protocole de recherche thérapeutique, les impacts sur la vie personnelle, pendant 8 ans... aller à l'hôpital pour recevoir un traitement. Et puis on pourrait se dire, sinon on prend les biomarqueurs, ça marche bien, on a vu, il y a des lésions dans le cerveau, on regarde ce qui se passe. Oui, mais là, tirons les leçons du passé. On a fait des essais chez les malades, c'était pas des personnes à haut risque, mais c'était des vrais malades. Mais n'empêche qu'on a regardé ce qui se passait dans leur cerveau, ils n'avaient plus d'amyloïdes. Mais ils sont décédés aussi malades que ceux qui avaient le placebo et plein d'amyloïdes. Donc les biomarqueurs, c'est une bonne solution, c'est une solution intéressante, mais gardons-nous de conclure tout là-dessus. Et donc à propos de conclusion, j'aimerais donc apporter la mienne de conclusion sur l'idée qu'on est d'accord, c'est une pathologie qui est complexe, qui du coup, y compris sur le plan éthique, amène des réflexions complexes. L'enjeu, il est majeur, définir un traitement qui permette vraiment d'agir sur la maladie. Pour faire cela, une des stratégies qui est actuellement, et c'est celle dont on parle aujourd'hui, c'est la prévention thérapeutique en ce qui me concerne, mais c'est un véritable challenge. Parce qu'il va falloir être capable de détecter de manière très précoce et fiable les vrais futurs patients. Ceux qui sont certes à risque, mais en plus qui vont vraiment développer la maladie. Il va falloir trouver des molécules efficaces, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Et puis, savoir comment jouer avec les biomarqueurs, uniquement pour les sélectionner ou pour vérifier si ça marche. Et puis, donc définir des bons critères d'efficacité. J'aimerais faire une petite parenthèse sur cette histoire de la médecine. C'est pas finalement la première fois qu'on est dans cette situation-là. Alors, je ne parle pas pour moi, évidemment, je suis assez jeune, mais si on regarde l'histoire, tout simplement, on s'aperçoit que les vaccins sont sur le même principe, traités largement, avec des effets secondaires potentiels, généralement pas graves, petit effet grippal, etc., syndrome grippal, mais pour que certains ne développent pas la maladie. C'est jamais 100%, c'est pas l'objectif. Mais l'objectif, c'est de traiter largement pour que certains ne développent pas la maladie. Et puis, pareil pour les préventions cardiovasculaires, les inhibiteurs du cholestérol, les inhibiteurs de la tension artérielle, enfin les antihypertenseurs. On traite largement, et ça se détermine statistiquement, pour éviter un accident vasculaire cérébral parmi X personnes traitées. Et enfin, donc voilà, pour finir, j'aimerais dire que c'est cet enjeu qui est majeur, il implique tout le monde, il implique les médecins, les chercheurs, on l'a dit, les familles, les associations de familles, les agences réglementaires, les élus. Et j'aimerais juste, pour une toute dernière diapositive, citer Fabrice Gilles dans le document que vous connaissez sûrement et qui est disponible sur l'espace éthique, qui dit que nous sommes tous invités, dans un contexte de profonde mutation, à réfléchir à notre responsabilité. Il est de notre responsabilité. Et notons d'emblée que cette responsabilité est à la fois celle de la communauté scientifique, auquel j'appartiens, mais celle de la société, auquel j'appartiens également, dans son ensemble. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. La société est très fière qu'un homme comme David Vallon y appartienne et défende des valeurs aussi fortes. On est vraiment, cet après-midi, du grand bonheur. Je veux dire, les deux interventions sont de fond. Elles justifieraient de nombreux approfondissements. On ne les aura pas tous ce soir. On a bien sûr, comme d'habitude, notre cellule de soutien psychologique qui est à la sortie pour les gens qui, dans quelques minutes, seront restés parce qu'ils n'auront pas pu développer toutes leurs argumentations. Mais je prends un engagement comme ça en direct devant vous tous. Si David nous accueille à Rouen dans les mois qui viennent, on fera, je trouve que c'est justifié avec Distals, une nouvelle rencontre où on reprendra un certain nombre de points qu'on a évoqués depuis ce matin. Parce que finalement, c'était cette journée un peu la production à la suite
du travail qui avait été mené et qui avait fait l'objet d'un workshop et d'une publication avec la Fondation Plan Alzheimer, qui est une publication dans les cahiers d'espace éthique. Tout le monde peut télécharger, mais je pense qu'il y a une étape de plus. Et donc, proposons-nous au premier trimestre 2018 de nous retrouver dans ton CHU et tu nous accueilleras et on pourra approfondir ces questions. Puis un dernier point, une vraie observation, c'est qu'on voit à travers l'intervention là-bas de François, qu'on a aussi intégré à cette réflexion Alzheimer, et puis de David, comment Distals est finalement une structure, une architecture extrêmement intéressante. C'est-à-dire, à part la production scientifique des équipes de Distals, qui sont vraiment à la pointe pour tout ce qui est effectivement identification de nouveaux marqueurs, on est dans une créativité, je trouve, au niveau éthique tout à fait impressionnante. Et toi qui es plutôt un scientifique, t'écouter développer toute cette argumentation, je ne dirais pas à François Essinger, puisqu'il est plongé dans le milieu de l'éthique depuis quasiment sa naissance. Et je dirais que c'est impressionnant, et je termine sur ce point, c'est très rassurant pour nous de voir qu'un clinicien qui est à la fois et qui nous a montré les coulisses, puisqu'on a été théorique ce matin, et on voyait quelle était la réalité au quotidien, déploie une telle réflexion éthique.